Voilà, et j'ai l'immense plaisir, comme je l'annonçais dès ce matin, d'accueillir Paul Germont pour son livre « À Dubaï, je me souviens de Clifford ». Paul Germont, bonjour. Bonjour. Alors, d'abord, je vous remercie parce que grâce à vous, j'ai découvert un univers qui m'était un peu inconnu. C'est celui de l'arrivée des Juifs tunisiens et de leur intégration à la société française. C'est votre histoire, mais du coup, vous en avez fait la nôtre. Et puis, ça touche en fait tout le monde. Et étant donné les échos que j'ai eus depuis que votre livre est sorti, tous les copains, toute la famille juive tunisienne, ils sont tous là en train de dire « mais il a raconté ma vie, mais il a raconté mon histoire ». Et donc de cela, je vous remercie. Parce qu'en fait, votre livre, c'est un peu une mémoire collective. Est-ce que c'est l'impression que vous avez eue en écrivant? C'est ce que vous souhaitiez faire ou pas? Bien, écoutez, j'ai écrit ce livre un jour de grand stress. Et oui, de grand stress. En fait, je n'avais pas du tout l'intention d'écrire un livre. Et puis, l'écriture a eu un effet catharsis sur moi. J'étais dans mon bureau et puis j'ai poursuivi pendant plusieurs mois. C'était il y a 8 ans, en Alors, 2011. vous étiez expert J'étais comptable. expert comptable. Et je ne savais pas trop où j'allais. C'est pour ça que le personnage ne porte pas mon nom, mais il s'appelle Chaltiel, ce qui est aussi le nom de ma grand-mère. D'accord. Je ne savais pas où j'allais, peut-être un roman, peut-être. Et puis, chemin faisant, je me suis dit qu'en me racontant, parce que personne ne l'avait fait, il y avait des humoristes. Personne. Voilà. On est d'accord. Voilà, en me racontant, je nous raconterai. Nous, c'est-à-dire la communauté juive tunisienne, parce que c'est un exil méconnu. Oui, C'est-à-dire qu'on connaît les juifs tunisiens par leur joie de vivre, leurs excès souvent, voilà. leur drôlerie aussi, Leur beaucoup, sympathie, leur leur sympathie, etc. ouverture, on est d'accord. Mais on ne connaît pas les blessures. Ben, Non, ce livre, c'est pas un livre de blessures, hein, parce que j'essaye pas d'être. du tout. Voilà, Non, j'essaie. pas du tout. Enfin, j'ai essayé. En fait, c'est moi-même. Hein, parce que l'humour, c'est la pudeur aussi. Hein, Bien sûr. l'humour. Donc, quand j'étais un peu, un peu stressé par ce que je racontais, je terminais par une drôlerie, peut-être. Oui, Hein, je sais par pas si un les clin gens. d'œil, Un clin d'œil. Je exactement. sais pas si les gens vont percevoir ça. Alors, moi, ce que Et j'ai aimé dans ce livre aussi, c'est que non seulement vous parlez de l'émigration et de l'intégration des Juifs tunisiens dans les années 60, c'est votre histoire, c'est leur histoire, on vient de le dire, mais vous êtes aussi un témoin acéré de votre époque, sociopolitique, avec des commentaires, la découverte d'un univers qui vous était étranger et vous ne saviez pas quoi en attendre, parce que vous le racontez très bien au début du livre, même votre maman qui croyait bien faire, imaginait que vous alliez vers le pôle Nord ou je ne sais pas quoi. Bon, et puis à tous les niveaux, pas seulement au niveau du froid ou du chaud. Et donc, vos réflexions, moi, m'ont énormément touchée. ben, Parce que c'est-à-dire. vous avez un regard extérieur sur la guerre des 6 jours, sur mai 68, etc., sur 81, les radios. Vous parlez de tout. Il y a aussi la première période de ma vie. Bien Parce sûr. que les juifs tunisiens ont tendance à idéaliser le passé. C'est-à-dire, oui, c'était formidable, c'était bien. C'est vrai qu'on était heureux, hein, mais c'est aussi notre jeunesse, c'est aussi notre enfance. Mais ce que je dis, moi, enfin, dans ma tête, j'ai toujours dit, moi, j'ai pas la nostalgie des briques à l'œuf. Pour rigoler, hein, pour simplifier et un peu caricaturer. Bien sûr. Elles sont meilleures à Paris, de toute façon. Et donc, quand je raconte ce que peu de gens de ma génération connaissent, le ghetto. Mais oui, Le ghetto. mais ça c'est incroyable. La façon dont vous décrivez cela, c'est vrai que c'est retournant. Bah oui, le ghetto, c'était Comment ça s'appelait, la rappelez-nous? Hara. La Hara. Hara, ça veut dire un quartier en arabe. Hein. Oui, j'avais peur quartier. de mal prononcer. Oui, c'est la pour ça. Hara. La Hara, Oui. c'était. Moi, j'habitais à 100 mètres. Et donc, j'ai grandi, mes premières années, c'était à 100 mètres de ce quartier. Ben, bien sûr, C'était un quartier de misère. complètement. C'était un vrai Mais quand quartier. on dit misère, c'est misère. Hein. Ah, mais c'était la vraie misère. D'abord, il n'y avait pas les amortisseurs sociaux qu'il y a en France. Il n'y avait ni sécurité sociale, ni Pôle emploi. Il n'y avait rien de tout ça. Il fallait, c'était
des damnés de la terre, quoi. Bien sûr qu'il y avait des familles qui s'en tiraient, et puis ils étaient joyeux, hein, malgré tout, parce que, comme disait Aznavour, hein, la misère est plus douce au soleil. Mais le soleil, il perçait pas toujours dans ce quartier, hein, parce que les rues étaient très étroites, très sombres. étroites. Vous le racontez, bien sûr. Services publics absents, etc. Et puis il y avait, heureusement, il y avait la communauté juive qui aidait. Et puis il y a eu Israël. Israël, ça a été un bienfait pour cette communauté-là. Ils sont partis. Bien sûr. Partis, ils ont trouvé la dignité. Alors bien sûr, ça n'a pas été évident, Israël. Hein, on parlait de tentes, etc. Mais il y a eu ça. Et puis il y a ma découverte. Et moi, j'ai vécu la période où la France était la puissance dominante, mais ça s'est terminé alors que j'avais 8-9 ans. Ensuite, j'ai connu l'indépendance, jusqu'à mon départ de Tunisie. Et puis, Et vous n'épargnez pas le gouvernement de l'époque, Non. que vous considérez, et vous n'êtes pas le seul, comme très peu démocratique. Mais Bourguiba, c'était un grand homme politique, hein, pour son peuple, mais c'était un despote. Mais oui. C'était un despote. Il y a un livre très récent, enfin que j'ai lu récemment, qui s'appelle Bourguiba, d'ailleurs, Bertrand Legendre, qui raconte tout. Et sans concession ni malveillance. C'est exactement ça. Alors, vous avez, on va plonger dans l'histoire. Quand vous parlez de mai 68, l'un des slogans, c'était « Élection piège à con ». Et élection piège à con, excusez-moi, on vient de le vivre en plus en direct, puisque une grande partie des électeurs ne sont pas allés voter. Et en 68, c'était ce que criaient beaucoup d'étudiants qui faisaient la révolution, entre guillemets. Et vous étiez sidéré parce que vous disiez, moi je viens d'un pays où on ne peut pas voter, où j'aurais rêvé de pouvoir voter. Et du coup, vous les jugiez avec beaucoup de distance, ces révolutionnaires de mai 68. C'était de la distance et un peu d'irritation aussi. Aussi, on le sent quand vous le décrivez. Parce que ceux qui nous faisaient la leçon, c'était des enfants gâtés. Souvent, hein, pas bien tous, sûr. Hein, bien sûr, souvent. L'histoire l'a prouvé. Oui, et puis les enfants gâtés, et puis qui ne se mesuraient pas le bonheur d'être dans un pays libre. Mais oui. Et de pouvoir exprimer, même toujours. Tiens, j'ai eu une discussion il n'y a pas très longtemps avec un jeune homme, un homme beaucoup plus jeune que moi, sur ça. Et il me disait, mais tu crois qu'on est libre en France? Je me dis, mais en fait, tu ne te rends pas compte de ce que c'était. Non. C'est la vie des autres. Ils ne se rendent pas compte. C'est la vie des autres, le film allemand, bien sûr, au moins, parce que c'était la Tunisie, le ciel bleu, etc. Mais il y avait des flics partout, et on était écoutés, on était espionnés, il y avait partout, et on avait peur de parler. Et donc, c'était ça. Et c'est devenu pire encore après l'avènement de Ben Ali. Bien sûr, ça on le sait. C'est plus récent. Alors, c'est vrai que donc dans ce livre, c'est ce que je disais au début, il y a une réflexion par rapport à la société dans laquelle vous vous êtes d'ailleurs fort bien intégré, mais en mesurant certains écueils. Les écueils en France, à l'arrivée en France. Oui. J'étais étranger déjà. J'étais étranger. Donc, en fait, globalement, finalement, ça s'est très bien passé pour nous tous. Oui, mais pourquoi? Finalement. Parce que nous, on a qu'une seule idée, les Juifs tunisiens. On a mesuré tous, consciemment ou inconsciemment, ce que cette société ouverte pouvait nous permettre de faire. Moi, j'ai eu des discussions quand je travaillais dans un gros cabinet anglo-saxon, j'avais 25 ans, sur mon judaïsme. Mais pas méchant d'ailleurs, parce que je n'aurais jamais permis. Mais je sentais dans le regard, un peu, vous savez, comme dans le film de Woody Allen, Annie Hall, où on voit l'écran qui se divise en deux, et on le voit lui avec un Streimel, il y a la grand-mère qui le regarde comme ça. Et, bien sûr. J'avais su cette impression-là. Mais en même temps, ça n'empêchait rien. Il y avait le mérite. Le mérite, c'est celui qui bossait, celui qui jouait le jeu. Il arrivait. D'ailleurs, les Juifs tunisiens sont bien intégrés. Ils ont réussi. Et ils n'ont rien demandé à personne. On n'a eu ni aide, ni bourse d'études, ni rien. Rien. Il y avait la communauté juive était quand même... Non, je parle de l'État. Oui, vous bien parlez sûr, de l'État. La communauté a beaucoup aidé. Bien sûr, oui, bien sûr. Elle a aidé à vous intégrer, à trouver des logements. Bien sûr, c'était très appréciable et c'était formidable. Hein. Oui, c'est vrai. Et moi, j'ai été commissaire aux comptes de l'OSE, figurez-vous, pendant 18 ans. Ah oui. C'était un organisme formidable, l'OSE. Il y avait plusieurs centaines de personnes qui travaillaient, etc. Alors, rappelez-nous, vos parents, ils sont arrivés quand? Alors, moi, je suis parti en 65 et mes parents sont arrivés 4 ans plus tard.
Et ils sont arrivés. Ma mère, c'était un phénomène, hein, je veux dire. Une Oui, femme. on a l'impression, vu la façon dont vous en parlez, c'était... Un Oui. jour, elle dit à mon père, bon, écoute, il s'appelait Edmond. Écoute, Edmond, moi, c'était un jour de janvier ou février de 1961. Il dit, moi, je pars à la fin du mois. Toi, tu fais ce que tu veux. Ah oui, Ah oui, carrément. mais carrément, c'était ça. Et ils sont arrivés comme ça, sans le sou. Ils ont laissé toute leur vie derrière. L'argent, Oui. l'entreprise, enfin l'argent, ils étaient Ils pas avaient, riches, oui, hein, mais oui, mais ils avaient une quand vie, même... une vie. Ils ont Oui. laissé une vie. Ils sont arrivés à. Mon père avait presque 62 ans et ma mère avait 56 ans sans rien. Voilà, sans rien. Moi, j'avais Mais les deux fils étaient à Paris. Oui, mon frère était étudiant en dentisterie Oui. et moi, j'étais Et vous à n'avez pas Assas. accueilli à l'aéroport. Ah non, non, pas du tout. Mais ils nous Je ont pas dit le plaisante. jour où ils arrivaient. Ils sont Non, arrivés. je parle de votre frère qui ne Ah, qui mon frère, devait, mon frère. oui. Oui, oui, moi, ça, c'est le gag. En fait, Oui. c'est comme ça que j'ai écrit ce livre en me rappelant ce jour-là où j'ai eu ce stress-là. Ben oui, Je quel me suis stress. rappelé, je me suis dit, j'ai pas rêvé de cette vie et je me suis rappelé mon arrivée. Oui. Et où mon frère me fait me pose un petit lapin et je me retrouve tout de suite dans le bain. Voilà, ça, c'était dans Alors le bain là, parisien. oui, ça tout de suite, ça a été fort. Alors vous évoquez par exemple, comment dirais-je, à l'époque, il n'y avait pas de portable, les communications étaient difficiles, on vous a annoncé un décès qui en fait n'avait pas lieu Ah, mon d'être. père, oui, absolument. Votre père, Oui, quel stress aussi. Ah oui, c'était terrible. C'était le 5 juin 67. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'ambiance qu'il y avait à Paris, quoi. C'était la tension qui J'étais existait. très petite. Ouais, Je me souviens de la tension chez mes parents. Oui, moi j'avais mais- 19 ans et mais demi. pas Bon, moi. il y a- Oui. les Juifs de France étaient terrorisés parce que la guerre, après tout, ce n'était que 22 ans avant. Et on ne savait pas que l'armée israélienne était si forte, même s'il y avait eu... Personne ne savait. bien sûr, Enfin, oui. une grande majorité. Parce qu'on allait beaucoup moins en Israël. À l'époque, ça coûtait très cher. Oui, et puis il y a la tension, je ne sais pas si vous vous rappelez, enfin non, vous ne pouvez pas, vous étiez petit, mais il y avait cette tension où on pensait, les dirigeants arabes disaient, une fois qu'on aura occupé Tel Aviv, on jettera les Juifs à la mer. Et oui, Alors on s'est dit, bon, ça va recommencer. bah, c'est ce que mes parents, Voilà. qui avaient vécu la Shoah, se disaient à l'époque et voilà, et- avec leurs amis. Ça, je m'en souviens. Et mon père était seul en Tunisie, et ce jour-là, on reçoit un télégramme de ma belle-sœur, mon frère reçoit qui lui dit, il était marié, qui lui dit, elle était par hasard là-bas, elle lui dit, ton père est mort, t'attendons mardi, à Tunis. Oui, le Et choc. baiser. C'est terminé par baiser. Et alors, on n'a pas du tout. Ma mère arrive, on était à Saint-Germain-des-Prés à l'époque, c'était notre base. Oui, Ma mère arrive en taxi, on la voit avec le visage défait et qui nous dit il faut que venez, il faut que je vous parle. Puis on monte dans son taxi et puis elle nous dit rien, elle se met à pleurer, etc. Et elle nous montre le télégramme. Voilà. Donc mon père était mort. Et alors, l'horreur, quoi. l'horreur, et bien sûr, elle commence à avouer ses relations avec son mari. Il me traitait comme une reine. Ouais. Et puis en fait, au bout de 4 heures, on finit par aller chez ma tante qui habitait en banlieue et elle lui dit mais de quoi il est mort? Mais on ne s'est pas posé la question de savoir de quoi il était mort. Oui, Pour nous, il était mort. oui, bah oui. Et en fait, c'était une erreur de la télégraphiste, car à l'époque c'était le télégraphe, qui avait entendu ton père et moi t'attendons mardi. Elle avait écrit ton père est mort. Oh là là. Alors Ouais. après, on s'est beaucoup moqué de ma mère en lui disant mais ne râle pas parce que il te traitait de princesse. Il te traitait comme une princesse. Bon, heureusement, ça s'est bien terminé. Puis, Ouais. on va parler aussi un peu de ce qui est amusant. Vous nous racontez, donc, votre QG, entre guillemets, c'était Saint-Germain, et vous racontez comment les Juifs tunisiens, les jeunes, allaient draguer boulevard Saint-Michel. Ça, c'était la Alors la ça, moi, j'ai confrérie des- découvert, je ne savais pas. Ah, c'était la confrérie des arpenteurs. Je les avais surnommés les arpenteurs. Mes copains, c'était mes copains, mais il y en avait plein d'autres que je ne connaissais pas. Et donc, ils se connaissaient tous. Alors, il y avait les quartiers de chasse. Il y avait Boulevard Saint-Germain, la Maubert Mutualité. On allait jusqu'à Boulevard Raspail, il y avait l'Alliance française. Oui, Et alors, il y avait des tuyaux, mais il y avait des faux tuyaux aussi. C'était très drôle. Ils faisaient des kilomètres à pied. pour Pour rencontrer. rencontrer. Puis ouais. c'était une époque glorieuse, quoi. Enfin, glorieuse, Bien plutôt sûr. drôle. Hein. Oui, Plutôt très. drôle. Mais après, bon. Mais aujourd'hui, elle ne pourrait pas se faire. Les gens ont trop peur. Bah oui, bien sûr. Bien Nous, sûr. enfin, ma génération, c'était pas des gens dangereux. Hein. Non, bien sûr. Mais aujourd'hui, ça serait un peu inquiétant. Ce serait inquiétant. serait Les inquiétant. temps ont changé. Les temps ont changé. Malheureusement. Alors, vous parlez beaucoup de votre famille. Alors, justement, quelle a été la réaction de la famille quand elle a lu votre livre?
mais la famille proche. Je sais qu'elle écoute, on les embrasse tous. Bah oui, moi aussi. Et la famille proche. D'abord, j'ai pas tout de suite révélé mon livre. Parce que je l'ai écrit comme ça, et puis je l'ai laissé dans un coin, et puis enfin dans un coin de mon ordinateur, dans un fichier. Et puis ma femme, qui est tunisienne aussi, a beaucoup aimé, mais ma femme me fait peu de compliments. C'est vrai? Il faut deviner qu'elle a aimé. Madame Germont, faites-lui des compliments. Non, non, mais ça Le va. livre vaut le coup. Et puis, mes enfants, bien sûr, ont découvert des choses qu'elles ignoraient. J'ai 3 Bah, filles bien sûr. qu'elles ignoraient. Mes cousins ont beaucoup aimé, mais ils ont lu très tard. Tiens, ma cousine Colette, Oui. Colette Qui est n'a lu- déjà venue, Colette Madar, qui est déjà venue souvent pour ses activités à ce même micro et qu'on embrasse. ne l'a lu qu'il y a quelques mois, Oui. parce que je ne leur avais pas envoyé. Et mon frère, il l'a lu, il n'a rien dit, mais parce que je le charrie un peu dans Ah, le. vous le charriez, oui, oui. oui. Il faut quand même dire les choses. Mon frère a discuté avec ses enfants qui lui ont dit mais c'est toi. C'est toi. Et il aurait Ça l'a dit, renvoyé à oui, lui-même en mais c'est miroir. exactement toi, parce que je charrie, mais aussi je dis de bonnes choses sur lui. Bien Qu'il sûr. était joyeux, etc. Mais bien sûr. Qu'il plaisait beaucoup aux femmes, parce qu'il était beau garçon. Et puis, finalement, il finit par avouer à un de mes cousins, et il lui dit, mais il est en deçà de la vérité. Ah, carrément, carrément. Donc, en effet, voilà. Alors, si vous êtes en deçà de la vérité, on attend la suite. Ah ben, peut-être. En tous les Je cas, vous réfléchis. écrivez extrêmement bien. C'est très agréable à lire. Votre style est fluide. Et ça, j'avais envie de le dire. Quand on reçoit un auteur, c'est important. Vous l'avez écrit à la main ou à l'ordi? Non, à l'ordi. J'ai trop flemmard pour écrire à la main. mais en fait, ma formation de base, c'est littéraire. Moi, je suis devenu expert comptable par pur hasard. Oui. C'est écrit dans le livre. Bien sûr, vous le racontez. C'est un pur hasard. Latin, 6 ans, très bon élève en latin d'ailleurs, en français, un fort en thème dans les classes littéraires. Et puis puis l'exode a fait que tout a été chamboulé. Bien sûr. Tout a été chamboulé. Voilà. Et ce livre, donc, est-ce que c'est comment dirais-je, une fin de quelque chose, d'une période, ou c'est le début d'une autre? C'est ça que je me suis C'est les demandé. deux. C'est les deux. Je pense rétrospectivement que j'ai écrit ce livre quelques mois après le décès de ma mère. D'accord. Quelques mois. Je crois que j'avais quelque chose à dire sur mes parents. Oui. En fait, c'était ça. Et sur mes parents. Et puis, je pense que la communauté juive tunisienne, elle est méconnue. Elle est à la fois très connue, et à la fois très méconnue. Parce qu'ils sont tous, comme je disais, je raconte, un de mes copains avocats, un grenoblois, un grand ancien avocat au chez Lyon-Camp, etc. Je lui envoyais des clients juifs tunisiens. Et ils me disaient tous le même profil. Oui. Ils sont tous très rigolos. Ils sont tous très intelligents. Et ils sont tous très angoissés. Voilà. Et dû à quoi? Dû à l'histoire? Dû à l'histoire. Oui, c'est ça. Dû à à l'histoire. Alors, est-ce que vous avez l'intention d'écrire un autre livre? J'ai l'intention, mais il faut que je trouve un sujet qui soit intéressant. Parce que mon ambition en l'écrivant aussi, mais c'était chemin faisant ça, c'est de ne pas être lourd. Ah Parce bah, que vous ce n'avez livre- pas été. Oui, Absolument pas, à aucun moment. Hein. Je vous ai dit, il y a une légèreté dans l'écriture et dans l'analyse qui fait que ce mot n'existe pas dans Adobaï. Adobaï, d'ailleurs, ça veut dire quoi? alors Dobaï, moi je l'ai traduit par parbleu. Oui, Parbleu, je parce sais. que, vous savez, Richelieu, il interdisait le juron de dire pardieu, donc les nobles de l'époque disaient parbleu. Et Adobaï, c'est tu ne prononceras pas le nom de Dieu. Donc les juifs tunisiens disaient Adobaï, ils changeaient le N en B. Oui. Certains rajoutaient un S, Adobaïs. Ah Mais oui. c'est ça, c'est une expression qui veut dire à la fois la peur, la joie, enfin la surprise. Voilà. Quelle est la chose qu'on vous a dite sur votre livre et qui ne vous a pas plu ou qui vous a beaucoup plu? Celle qui m'a pas plu, en fait, personne ne m'a dit des choses parce qu'ils n'ont peut-être pas Ah, osé. c'est bien, Ils n'ont tant peut-être pas mieux. osé, c'est Non, je possible. hein. pense que non, c'est un livre, Ah. c'est un ouvrage qui soulève l'enthousiasme, quelles que soient les origines qu'on ait. Et d'ailleurs, ça touche un peu à l'universel, faut Ben, dire les choses. C'est un livre d'immigrés. C'est un livre d'immigrés et ça nous touche tous énormément. Donc, des projets d'écriture, vous ne savez pas encore. Ah si, j'ai bien l'intention d'écrire un autre livre parce que finalement, c'est très agréable d'écrire.
Et c'est très, très écrivez- agréable. Et vous êtes agréable à lire, ça Ah, je merci. le précise. Mais il oui. faut que j'ai un sujet qui soit un peu captivant, quoi. Sinon, Bon, on laisse passer l'été, puis Oui, vous voilà, nous c'est tenez ça. au courant. c'est ça. En tous les cas, pour l'instant, à Dubaï, je me souviens de Clifford. Paul Germont, pour se le procurer. C'est seulement sur Amazon, mais il est sur stock, donc on le reçoit au bout de 2 jours. D'accord, Voilà. il est en stock Il et est en il stock. est sur Amazon. Donc, n'hésitez pas. Offrez-vous le livre et offrez-le à vos proches, ça vaut la peine. Eh bien, merci. Merci à vous d'avoir écrit cette histoire et de nous avoir permis de rencontrer le judaïsme tunisien autrement. Merci Merci beaucoup. beaucoup, Paul Germont, et quand vous le souhaitez, sur Radio J. Au revoir. Merci, au revoir.